comme vous le savez, parmi les objectifs de notre site, il y a celui de vous présenter une galerie d'Italiens ayant réalisé une réussite professionnelle en France. Et dans cette galerie ne pouvait pas manquer Sergio Cremona, qui est le fondateur et président de Couverture, une entreprise qui est née de son imagination créative et de laquelle on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, d'où arrive Sergio Cremona? Quel a été son itinéraire? Il provient de Calabre, si je ne me trompe. Le sud du sud de la Calabre, donc la mer, donc Siderno, qui est une ville de la côte ionienne de Calabre. Donc ça, c'est un point de départ. Quel souvenir gardez-vous de cette... Magnifique souvenir, l'adolescence, jusqu'à 18 ans, donc une vie très agréable autour de la plage et du sport. D'ailleurs, je crois que vous faites retour dans votre région d'origine d'une manière régulière. Assez régulièrement, surtout le mois d'août, puisque tout au long de l'année, on va découvrir de nouvelles destinations, mais la Calabre est un point de repère important, donc quelques week-ends durant l'année, et surtout tous les mois d'août, depuis 1983, c'est la Calabre. Donc une mer magnifique et également un endroit où l'on trouve des vestiges historiques de grand intérêt, c'est la Grande Grèce. Absolument, parce qu'on dit également la Magna Grecia, avec à côté Locri et Pizzefiri, qui était un grand centre à l'époque de la domination grecque de Calabre. Donc vous avez obtenu votre diplôme, la maturità scientifique, n'est-ce pas? Exactement. En Calabre, et après vous êtes parti à Bologne. Bologne, donc c'était l'ascenseur social avec les études universitaires, donc l'amour pour les voyages et les langues, et puis à la recherche d'une université prestigieuse, donc comme Bologne pouvait représenter à l'époque. Je crois que Bologne, avec Salamanque et Paris, est peut-être l'université la plus ancienne d'Europe. Enfin, et de toute manière, c'est une ville qui a une tradition universitaire de tout premier plan depuis des siècles. Absolument, puisque également mon frère a fait des études brillantes de médecine, il est urologue aujourd'hui, et également à Bologne, avant d'aller diriger un hôpital à Milan. Voilà, donc vous avez fait des études prestigieuses à Bologne, mais à cette époque-là, pendant votre jeunesse, vous aimiez beaucoup aussi les voyages. Et donc vous aviez aussi des activités qui satisfaisaient votre souhait de voyager, de voir le monde finalement. Absolument. Et le rêve était de passer l'hiver au soleil. Il y avait un endroit donc, dans les années 73-74 qui était fantastique pour nous jeunes, et c'était le club méditerranéen. Donc ça m'a permis, à partir de mon diplôme de la Fédération italienne de tennis, parce que je suis diplômé de la Fédération italienne de tennis, de rentrer au club méditerranéen. Les différents échelons en étant moniteur de tennis, chef de sport, chef de village, et autour des voyages autour du monde, donc le Mexique, l'île de la Réunion, le Maroc, un magnifique souvenir, un moment merveilleux, donc, où on peut forger sa personnalité. Donc disons que à l'origine, chez Sergio Cremona, il y avait la passion du sport, la passion des langues étrangères et la passion des voyages. Absolument. Ça, c'était, disons, les thèmes dominants de votre jeunesse et les éléments fondateurs de votre personnalité. En étant à Bologne également, c'était un petit peu le point de départ de mon aventure professionnelle, puisqu'on était en relation avec des usines qui fabriquaient donc, des structures pour des cours de tennis. Et ça, c'était le point de départ pour l'idée que j'ai développée depuis 1983 en France et en Europe. Voilà. Pourquoi Paris? Pourquoi êtes-vous venu vraiment ici, à Paris, en France? Alors, et pas ailleurs? Pas ailleurs, puisque mon ex-femme, la mère de mes enfants,
et chirurgien dentiste, ne pouvant pas exercer en Italie à l'époque, la faculté n'était pas reconnue. Donc ce sont les hommes qui font le sacrifice. Donc c'est-à-dire que j'ai suivi le cœur et je suis venu à Paris. Donc en partie c'était par amour. Exactement. Mais non seulement par amour de votre femme, mais aussi par amour de la culture française. Tout à fait, puisque c'était également donc, les études de littérature que j'avais donc fait, entrepris donc, à la faculté. Et il y avait toujours un lien, c'était toujours un rêve de pouvoir un jour habiter à Paris. Voilà, il faut démentir un lieu commun très répandu, c'est-à-dire ce n'est pas vrai que les sportifs ne pensent qu'aux muscles. Il y a aussi des sportifs, voilà la preuve, qui ont des intérêts culturels, même très approfondis. Matière grise, bon, il faut l'entraîner, ça se soigne aussi. Donc, mais... Disons, le cerveau aussi est un muscle. Si l'on veut, je ne pense pas, mais enfin. Bon, alors, vous arrivez à Paris dans les années 80 et, comme vous venez de le dire, vous développez cette idée, c'est-à-dire, je crois que cela s'appelle l'architecture textile. Voilà. Donc, à mon arrivée à Paris, tout simplement, nous avions entrepris une collaboration avec une usine vénitienne que nous représentions à l'époque. Et par la suite, avec le succès commercial, nous avons donc créé nos propres coupes, notre propre ligne et notre point de fabrication avec des accords commerciaux, avec des associés avec qui nous sommes associés encore à ce jour. En considération du fait que les fidèles visiteurs de notre site ne sont pas forcément des spécialistes de l'architecture textile, alors je me permets de vous demander en quoi cela consiste, en quelques mots, en quelques phrases. Eh ben, l'architecture textile, c'est la facilité de couvrir des espaces de sport et d'industrie, comme les cours de tennis, les piscines, mais également les skateparks, c'est-à-dire le nom français, le patin à roulettes peut-être. En fait, disons des espaces sportifs de toute nature comme activité principale. Et également, on développe toute une série de concepts en donnant cours aux rêves des architectes de renommée internationale avec qui nous collaborons régulièrement. Voilà, donc dans le cas des équipements sportifs, supposons qu'il y ait une piscine. Cette piscine reste couverte pendant les mois d'hiver et elle peut être découverte en été. Donc cela permet un double emploi et ce changement d'utilisation peut être réalisé très rapidement. Absolument. C'est-à-dire le rôle que nous avons, c'est aussi un rôle social. Il suffit de penser au nombre de piscines et de cours de tennis qui sont inutilisables pendant l'hiver. Alors nous, on leur donne une carrière, on leur donne une vie. Et le succès des structures gonflables, c'est qu'on découvre très rapidement pour retrouver le cadre habituel pour l'exploitation durant l'été. Voilà. Et donc cela vaut également pour les cours de tennis. Bien entendu, en hiver, il pleut plus souvent et il fait plus froid. C'est banal de le dire, mais c'est la pure vérité. Donc le fait d'avoir une structure couverte permet l'utilisation de ces cours de tennis, même dans les mois d'hiver. Les mois d'hiver, donc ce sont a fortiori des espaces qui deviennent rentables. Pas simplement, on a un rôle social, mais également on permet aux utilisateurs de rentabiliser leurs installations et on donne aux utilisateurs donc un espace de vie très agréable. Vous parliez de votre collaboration avec des architectes de renom. Cela signifie que vous ne négligez pas le côté esthétique. Le côté esthétique, c'est fondamental pour nos structures. On dit toujours que une toile, c'est comme une belle femme, et au lieu place du phare et du rouge à lèvres, on donne à notre toile des lumières, puisque ce sont des ensembles qui fonctionnent et qui communiquent. Donc où l'aspect esthétique est fondamental et ça explique le succès grandissant de la structure textile dans le monde. Quelles sont, parmi vos très nombreuses réalisations,
celle qui reste gravée dans votre mémoire avec une satisfaction particulière? Eh ben, depuis 1984, on a quelques réalisations marquantes. La première qui me vient à l'esprit, c'est la tribune pour le président de la République que nous avions fait à l'époque en collaboration avec des architectes qui avaient donc juste fait un trait de crayon. Et puis on a réalisé donc cette couverture qui est toujours d'actualité avec 5 présidents qui se sont succédés, alors qu'à l'époque c'était prévu pour une demi-journée. Voilà, donc c'est la tribune couverte qui est utilisée lors du défilé du 14 juillet. Donc à l'occasion de la fête nationale, il peut y avoir peut-être trop de soleil, ou sinon il peut pleuvoir, et donc il est normal que la tribune d'honneur soit couverte. Absolument, c'est une tribune d'honneur où tout le gouvernement est en place, avec tous les ans un invité de marque. Et s'agissant du défilé militaire du 14 juillet, c'est aussi un moment de commerce de très haut niveau pour le pays. Évidemment, donc c'est aussi l'image même du pays qui est montrée lors de la fête nationale. Voilà, il ne faut pas négliger que la couverture, elle est quand même à l'effigie du drapeau français. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, d'autres réalisations que vous aimez particulièrement? D'autres réalisations, donc ce que nous avons fait pour la ville de Reims, donc pour le tennis club URT, avec 8 coupoles à forme de Y, que nous avons fabriquées à Bergame et transportées par chemin de fer, dans les années 90 déjà, mais également des brises vent pour la sécurité du TGV, qui ont été installées devant le tunnel de la Manche, ou alors des tipis, des tentes indiennes de 29 mètres de hauteur, réalisés pour la réunion des musées nationaux et qui ont été ensuite déplacés devant Beaubourg. Il faut considérer que Sergio Cremona, tout en étant désormais chez lui à Paris, n'a jamais totalement francisé sa vie. Et il garde des relations professionnelles importantes avec l'Italie, notamment il fabrique ses produits en Italie. Absolument. Donc nos associés et notre outil de fabrication se trouvent donc à Busto Arsizio. Nous avons 30 salariés, donc avec une grande capacité de production. Busto Arsizio, près de Milan. Absolument, province de Varese, pour la précision. Et ça explique aussi notre succès avec une capacité de répondre sous 4 semaines, grâce aussi à la souplesse légendaire de nos équipes, là où nos concurrents ont besoin de 12 voire 16 semaines pour faire la même chose que nous. Voilà. Donc ce lien avec l'Italie ne se manifeste pas uniquement par l'intermédiaire de vos vacances en Calabre, ni uniquement par votre fabrication des différents produits en Lombardie, mais aussi à travers des activités associatives parisiennes. L'association Présence Italienne Monde, qui a comme but de venir en aide aux Italiens en difficulté, mais également de réunir les chefs d'entreprise, les Italiens qui aiment la culture italienne, autour d'un dîner, autour d'un spectacle, autour d'un tournoi, et ça depuis longue date. Vous avez organisé, en tant que président de Présence Italienne Monde, plusieurs manifestations de grand prestige. L'ouverture de l'association, donc nous avons eu notre marraine Cristina Marocco avec 5 musiciens qui sont venus exprès de Sicile pour une grande soirée aux couleurs de l'Italie, où nous avons donc passé une mémorable soirée également avec le consul général Levi Sandre, qui est un grand ami de la communauté italienne et qui, hélas, vient de nous quitter. Oui, oui. Je crois que vous avez eu aussi, parmi vos invités d'honneur, le grand Pierre Cardin, qui est, disons, professionnellement français, mais qui revendique toujours l'importance de ses racines italiennes, et vénitiennes surtout. Pietro Cardini, Pierre Cardin, donc, qui est un grand ami, avec qui nous avons organisé, nous avons donc en tant qu'association parrainé
festival du cinéma italien qui avait lieu à l'époque à l'Espace Cardin, où les plus grands metteurs en scène italiens étaient invités, comme Giuseppe Tornatore, comme depuis oscarisé. Tornatore ayant remporté aussi un Oscar à Hollywood, oui, et faisant partie vraiment des grands metteurs en scène. Oui, mais à l'époque c'était un petit festival, le Festival du cinéma italien, mais tout en ayant présenté La Sconosciuta, Giuseppe Tornatore, il a quand même eu les voix et l'appui de ce petit festival qui lui a permis de représenter à nouveau le cinéma italien avec La Sconosciuta, qui a eu moins de chance que Nuovo Cinema Paradiso. Mais enfin, vous voyez qu'on arrive quand même à agiter un petit peu des énergies tout en faisant une activité, je ne vais pas dire marginale, mais disons limitée. Voilà, donc une belle activité économique, également une activité associative. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, des projets, il y en a énormément. Je voudrais tout de même faire un petit flashback concernant le Festival du cinéma, puisqu'on a parlé de Tornatore qui était oscarisé en arrivant, mais il y avait aussi Paolo Sorrentino qui était un inconnu et qui présentait L'Ami de famille. Et aujourd'hui, je pense que c'est le metteur en scène le plus connu dans le monde. Donc les prochaines activités, on va soutenir, puisqu'on a commencé notre entretien en parlant de la Calabre et d'archéologie, on va soutenir donc un prix international I Bronzi di Riace, qui va avoir lieu le 6 juillet, et également donc des pièces de théâtre autour de l'Italie que nous allons donc soutenir avec nos membres, nos associés. On aura l'occasion de se revoir pour parler de ces réalisations futures. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir et une joie, caro Michele. Merci, grazie.